Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Je m'appelle Camille Carter et j'ai 33 ans. Le soir où ma sœur a annoncé qu'elle attendait son 4e enfant, ma famille ne m'a pas demandé ce que j'en pensais. Ils ne m'ont pas demandé si j'avais le temps, si j'étais épuisé, ou si j'avais une vie en dehors de leur être utile. Ils m'ont juste regardé comme si la décision avait déjà été prise. Nous étions assis à un barbecue familial, les assiettes étaient encore chaudes, il y avait du thé glacé sucré sur la table, et tout le monde souriait comme si un autre bébé était un cadeau qui, d'une manière ou d'une autre, était rattaché à mon emploi du temps. Ma mère a tapé dans ses mains et a dit « un autre ». Grande fête. Puis elle s'est tournée vers moi avec cette voix douce que les gens utilisent quand ils ne vous posent pas vraiment la question « tu t'occuperas des enfants quand ta sœur aura besoin de se reposer ». Mon père a regardé de l'autre côté de la table. Il n'a pas parlé, mais son regard disait la même chose que d'habitude, n'embarrasse pas la famille. Fais ce qu'on te dit. J'ai posé mon verre et j'ai dit, pourquoi moi? Ce n'est pas ma responsabilité. Toute la table s'est figée. Le sourire de ma sœur a disparu en premier. Puis, elle a eu un rire sec et désagréable, et a dit, tu es libre. Considère ça comme un entraînement. Un entraînement. Comme si toute ma vie n'était qu'une préparation pour servir la sienne. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas donné d'explication. J'ai pris mon sac, j'ai repris le plat que j'avais apporté, et je suis parti pendant qu'il restait là, à attendre que je me sente coupable. Je pensais que partir discrètement mettrait fin à tout ça. Je pensais qu'un simple nom leur apprendrait enfin où commençait ma vie et où s'arrêtaient leurs exigences. Mais le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas, et une voix calme a dit « Bonjour, Madame Carter. Je vous appelle du commissariat de police. Quelqu'un a laissé 3 enfants dans un centre communautaire avec un mot disant que vous êtes responsable d'eux. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait là où vous regardez cette vidéo. Cela correspond-il à votre humeur du jour? Et si vous avez déjà été traité comme le plan B non rémunéré de votre propre famille, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, car voici l'histoire de la façon dont une femme a dit non, et comment les personnes qui dépendaient de sa gentillesse ont enfin appris le prix des limites. Le trajet jusqu'au centre communautaire de Lakeview a duré 14 minutes, mais j'ai eu l'impression de passer d'une vie à une autre. Ma main est restée ferme sur le volant, mais mon esprit n'arrêtait pas de tourner autour de la même phrase. Quelqu'un avait laissé 3 enfants avec un mot disant que j'en étais responsable. On ne m'avait pas appelé, on ne m'avait rien demandé, on ne m'avait même pas envoyé de SMS. On les avait abandonnés. Quand je me suis garé sur le parking, j'ai vu 2 voitures de police près de l'entrée principale et 3 petits sacs à dos alignés contre un banc, comme des pièces à conviction. Ma nièce aînée, Harper, était assise de manière rigide, les bras croisés, essayant d'avoir l'air courageuse. Miles pleurait dans la manche de son sweat à capuche, et la petite Chloé s'était endormie contre une employée du centre communautaire qui avait l'air d'avoir déjà entendu trop d'excuses de la part de trop d'adultes. L'agent Briggs s'est présenté avec une voix calme et des yeux fatigués. Il m'a demandé si j'étais Camille Carter. J'ai répondu que oui. Puis il m'a montré le mot. Il était écrit avec l'écriture arrondie de ma sœur, Camille a accepté de garder les enfants aujourd'hui. La famille s'entraide. Nous viendrons les chercher plus tard. J'ai fixé ces mots pendant une longue seconde, car ils n'étaient pas seulement un mensonge. C'était un piège déguisé en faveur. J'ai déverrouillé mon téléphone et montré à l'agent Briggs les messages de la nuit précédente. Il y avait ma mère disant que je m'occuperais des enfants. Il y avait ma sœur disant que j'étais libre et que j'avais besoin d'entraînement. Et il y avait ma réponse, claire comme de l'eau de roche, ce n'est pas ma responsabilité. Je n'ai jamais accepté de faire du babysitting. L'agent Briggs a regardé l'écran, puis de nouveau le mot, et son expression a changé. Il a arrêté de traiter cela comme un malentendu familial pour commencer à le traiter comme un signalement. Je lui ai demandé de noter par écrit que je n'avais pas consenti à prendre la garde des enfants. J'ai demandé à l'employé du centre communautaire de faire une déclaration stipulant que les enfants avaient été déposés avant les heures d'ouverture, sans aucun adulte pour m'attendre. Ma sœur et son mari sont arrivés 40 minutes plus tard, bruyant avant même d'avoir franchi la porte. Marissa s'est précipitée à l'intérieur en se frottant le ventre, pleurant que le stress était dangereux pour le bébé. Trevor marchait derrière elle, ses lunettes de soleil sur le nez, agissant comme si tout le bâtiment lui appartenait. Il m'a pointé du doigt et a dit, « La voilà, la tante qui appelle les flics pour des petits-enfants. » Je n'ai pas élevé la voix.
J'ai regardé l'agent Briggs et j'ai dit, s'il vous plaît, ajoutez cette déclaration au rapport. Ma mère, Hélène, est entrée ensuite, suivie de mon père, Victor, et l'atmosphère de la pièce a immédiatement changé. Mon père était un homme respecté dans notre banlieue depuis des années. Le genre d'homme que les gens écoutaient parce qu'il avait l'air officiel même quand il avait tort. Il a serré la main de l'agent Briggs et a dit, c'est un malentendu familial. Ma fille devient émotive. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que je voyais enfin la machine en action. Ils n'avaient pas besoin de la vérité. Ils avaient juste besoin que tout le monde croie que j'étais une personne difficile. L'agent Briggs a écouté poliment, puis a dit, laisser des enfants dans un établissement public avec une personne qui n'a pas accepté de les surveiller n'est pas un malentendu. Le silence qui a suivi était magnifique. Les pleurs de Marissa ont ralenti. Trevor a arrêté d'avoir son sourire narquois. Ma mère m'a regardé comme si j'avais trahi la famille en laissant parler les faits. Le visage de mon père s'est crispé. Il savait que l'agent Briggs n'allait pas se laisser charmer. Je me suis agenouillé devant Harper, Miles et Chloé et je leur ai dit doucement, vous n'avez rien fait de mal. Parce qu'ils n'avaient rien fait. Ce sont les adultes qui en avaient fait. Je n'allais laisser personne transformer ses enfants en boucliers. Ensuite, je me suis levé, j'ai regardé ma sœur et j'ai dit, à partir de maintenant, chaque demande passe par SMS. Pas de dépôt surprise, pas de mots, pas de suppositions. Marissa a sifflé, tu me punis d'être mère. J'ai répondu, non, je refuse d'en devenir une sans mon consentement. Trevor s'est penché assez près pour que je puisse sentir son café et sa colère. Tu crois que ça te fait paraître forte? Ça te fait paraître aigrie. Je lui ai souri pour la première fois de la matinée. Alors assure-toi de bien épeler mon prénom quand tu raconteras l'histoire. Je suis parti avant qu'il ne puisse m'entraîner dans un autre cercle de culpabilité. Mais ce soir-là, quand j'ai commencé à passer des appels pour me protéger, j'ai appris que le centre communautaire n'était pas le premier endroit où ils avaient utilisé mon nom. C'était seulement le premier endroit qui avait appelé la police. Vers 19h ce soir-là, j'étais assise à la table de ma cuisine, mon ordinateur portable ouvert, un carnet à côté de moi, et une tasse de café que j'avais réchauffée 2 fois, mais à laquelle je n'avais jamais touché. J'ai commencé par l'école primaire d'Harper, m'attendant à une conversation gênante et peut-être à un formulaire de contact d'urgence à rectifier. Au lieu de cela, la secrétaire de l'école a fait une pause quand j'ai donné mon nom et a dit, « Oh, oui, mademoiselle Carter. Vous êtes inscrite comme la personne principale autorisée à venir chercher l'enfant si l'un des parents est indisponible. » Principale. Pas en cas d'urgence, seulement principale. Je lui ai demandé de m'envoyer tous les documents qu'ils avaient dans leur dossier. Ensuite, j'ai appelé l'école maternelle de Miles. Même chose. J'étais inscrite comme personne autorisée pour la sortie, contact de secours pour les paiements et personne de soutien en semaine. Puis, j'ai appelé la clinique pédiatrique de Chloé et j'ai senti mon estomac se nouer quand la réceptionniste a dit « Nous vous avons noté comme soignante autorisée pour les rendez-vous lorsque les parents ne peuvent pas être présents. » Je n'avais jamais rien signé de tout cela. À 21h, 3 fichiers PDF m'attendaient dans ma boîte mail. J'ai ouvert le premier et j'ai vu mon nom écrit avec une écriture qui essayait de ressembler à la mienne, mais qui échouait lamentablement. La boucle du C de Camille était mal faite. Le nom de famille était trop rigide. Celui qui avait signé avait copié des lettres, pas une signature. Le deuxième formulaire contenait mon numéro de téléphone, mon adresse et une phrase que je n'avais jamais écrite, Camille Carter a accepté de répondre aux besoins continus de garde d'enfants pendant la grossesse et la récupération postpartum. Continue. Ce mot m'a glacé le sang. Il n'avait jamais été question d'une seule journée. Ils étaient en train de constituer une trace écrite pour faire de moi le deuxième parent sans me le demander. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je puisse digérer tout ça. La discussion de groupe de la famille avait explosé. Ma mère avait écrit, « Camille, ta sœur est enceinte et elle a peur. Arrête de tout ramener à toi. » Mon père a écrit, « Une vraie famille n'a pas besoin de paperasse. » Trevor a écrit, « Tu voulais jouer à la célibataire indépendante. Félicitations. Maintenant, tout le monde sait quel genre de tante tu es. » Puis Marissa a envoyé un message vocal. Je l'ai écouté une fois. Sa voix était tremblante et dramatique. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies humilié devant la police pendant que mes enfants regardaient. J'espère que tu es fier de toi. Je n'ai pas répondu.
J'avais appris que chaque réponse devenait une arme entre leurs mains. À la place, j'ai pris des captures d'écran. J'ai sauvegardé le message vocal. J'ai téléchargé des copies des formulaires. Ensuite, j'ai cherché un avocat en droit de la famille spécialisé dans le harcèlement, les limites de garde et les faux documents d'autorisation. C'est ainsi que j'ai trouvé Maya Chen. Elle a répondu elle-même au téléphone, même s'il était tard. Et après 5 minutes d'écoute, elle a dit, « Camille, ne les rencontrez pas seuls. Ne leur parlez pas au téléphone à moins d'enregistrer légalement. N'acceptez pas la garde des enfants à moins d'être prête à être responsable de tout ce qui se passe pendant qu'ils sont avec vous. Et demain matin, nous envoyons une lettre. » Pour la première fois de la journée, j'ai senti l'air entrer dans mes poumons. Maya m'a dit que les formulaires ne constituaient peut-être pas encore une affaire pénale, mais qu'ils étaient suffisamment sérieux pour créer un dossier. Elle a expliqué que les gens comme ma famille misaient sur la confusion. Ils brouillaient les pistes entre l'amour, le devoir, la culpabilité et la paperasse jusqu'à ce que la personne utilisée ne puisse plus dire où s'arrêtait l'obligation. Nous allons rendre cette limite ennuyeuse et officielle, a-t-elle dit. C'est comme ça qu'on bat le chaos émotionnel. Le lendemain matin, Maya a envoyé des lettres recommandées à Marissa, Trevor, Hélène et Victor. Le ton était poli, clair et assez tranchant pour couper du verre. Je n'avais pas accepté de garde d'enfants continue. Je n'avais autorisé personne à m'inscrire comme soignante principale. J'ai exigé que mon nom soit retiré de tous les formulaires de l'école, de la garderie, des services médicaux et des activités. Toute tentative future de me laisser des enfants sans consentement écrit serait documentée et signalée. Ma mère m'a appelé 12 fois après avoir reçu la lettre. Mon père m'a envoyé un SMS, « Tu as mêlé un avocat à une affaire de famille. » Je n'ai répondu qu'une seule fois. Vous avez mêlé mon nom à des documents légaux. Après cela, j'ai mis tout le monde en sourdine. Pendant 2 jours, le silence est revenu. J'ai presque cru que la lettre avait fonctionné. J'ai presque cru que la honte les avait enfin atteints. Puis, le mercredi après-midi, alors que je préparais une réunion sur les opérations d'urgence à l'hôpital pour enfants où je travaillais, la réception a appelé mon bureau. La réceptionniste avait l'air mal à l'aise. « Camille, il y a un homme dans le hall avec 3 enfants. Il dit que ce sont les vôtres. » Je me souviens d'avoir marché jusqu'au hall de l'hôpital, mon badge toujours accroché à ma veste et mes notes de réunion à la main. Il y a des endroits où les drames familiaux semblent laids. Un hôpital, c'est pire que laid. C'est dangereux. Les gens y viennent parce que leurs enfants sont malades. Parce que le temps compte. Parce que chaque couloir est construit autour de l'urgence. Et Trevor Blake avait décidé d'en faire sa propre scène. Il se tenait près du poste de sécurité avec Harper, Miles et Chloé regroupés autour de lui. Chloé avait une chaussure défaite et traînait un lapin en peluche par terre. Miles toussait dans sa manche. Harper avait l'air gênée, assez grande pour savoir que les adultes la regardaient, mais trop jeune pour arrêter quoi que ce soit. Trevor a souri de toutes ses dents quand il m'a vu. « La voilà », a-t-il dit d'une voix forte. Tante Camille, la femme de carrière qui a du temps pour les enfants de tout le monde sauf pour ceux de son propre sang. Le vigile nous a regardés tour à tour. J'ai gardé une voix basse, ce ne sont pas mes enfants. Je n'ai pas accepté de les garder. Il a reçu une mise en demeure légale de ne pas faire ça. Trevor a ri et a levé son téléphone. Répète ça pour la caméra. Il a commencé à filmer avant même que je puisse cligner des yeux. Regardez-la, tout le monde. Ma femme enceinte est à la maison, malade, et sa sœur refuse de l'aider avec 3 petits-enfants pendant quelques heures, dans un hôpital pour enfants en plus. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point il était vraiment insouciant. Il pensait que la honte publique me forcerait à plier. Il oubliait qu'il se tenait dans un bâtiment équipé de caméras de sécurité, de registres d'accès, de témoins, de politiques strictes et de personnes formées pour documenter les incidents, précisément parce que des vies dépendaient de la documentation. Je me suis tourné vers le vigile et j'ai dit, « S'il vous plaît, appelez la direction de la sécurité de l'hôpital et ne permettez pas à cet homme de laisser des enfants ici. » Le sourire de Trevor a tressailli. « Tu ne peux pas me retenir ici. » J'ai répondu, « Non, mais tu ne peux pas abandonner des mineurs ici et prétendre que je les ai acceptés. » Ma superviseuse est arrivée 2 minutes plus tard. Elle m'avait vu gérer des pannes de courant, des pénuries de lits, des itinéraires d'ambulance complexes et des parents hurlant de peur. Elle n'avait jamais vu ma famille. Trevor a essayé de la charmer.
Il a dit que je réagissais de manière excessive, que c'était privé, que j'avais promis d'aider. Ma superviseuse a regardé les 3 enfants, puis le téléphone de Trevor, puis moi. Monsieur Blake, a-t-elle dit. C'est un hôpital, pas un centre de dépôt. Vous perturbez les opérations et vous impliquez des mineurs dans une dispute d'adultes. Vous devez partir avec vos enfants, maintenant. Il a baissé son téléphone. Pour la première fois, il a eu l'air moins confiant. Ma femme est enceinte. Ma superviseuse a répondu, alors vos enfants ont besoin de dispositions responsables. Cette responsabilité vous incombe. La sécurité l'a escorté vers la sortie pendant qu'il criait que je regretterais de l'avoir humilié. Harper s'est retourné vers moi en partant. Son visage n'exprimait pas de la colère. Il exprimait de la confusion. Cela m'a fait plus de mal que les menaces de Trevor. Je voulais courir après elle. Je voulais lui dire que je l'aimais. Que rien de tout cela n'était de sa faute. Que les adultes la laissaient tomber d'une manière qu'elle ne comprendrait que des années plus tard. Mais je suis resté là où j'étais. L'amour sans limite, c'était la raison pour laquelle j'en étais arrivé là. Après leur départ, l'hôpital a rempli un rapport d'incident. Les caméras du hall avaient tout enregistré. La propre vidéo en direct de Trevor l'avait capturé en train d'en dire suffisamment pour se nuire à lui-même. Maya était presque enjouée quand je l'ai appelée. Il a fait ça sur votre lieu de travail, a-t-elle demandé. Avec des caméras. J'ai répondu, oui. Elle a expiré lentement et a dit, cet homme vient juste de nous offrir des preuves sur un plateau. Cet après-midi-là, nous avons envoyé une 2e lettre. Celle-ci était plus ferme. Aucun contact direct, sauf par email. Aucune apparition à mon domicile ou sur mon lieu de travail. Interdiction de m'inscrire comme personne à charge. Aucune publication, vidéo ou déclaration laissant entendre que j'avais abandonné des enfants que je n'avais jamais accepté de surveiller. La lettre avertissait que la poursuite de ce comportement pourrait étayer des plaintes pour harcèlement, diffamation et ingérence intentionnelle dans mon emploi. À l'heure du dîner, ma mère m'appelait depuis des numéros masqués. Mon père a laissé un message vocal disant que j'étais allé trop loin. Marissa a publié une story larmoyante me montrant que ses yeux gonflaient et une main sur son ventre. Elle disait, certaines personnes punissent les enfants pour prouver un point. Elle n'a jamais prononcé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. La moitié de notre église savait exactement de qui elle parlait. Les commentaires se sont remplis de cœurs, de prières et de femmes me qualifiant de personne froide sans même connaître ma version des faits. Trevor a partagé la vidéo de l'hôpital, soigneusement coupée pour qu'elle commence après qu'il soit déjà arrivé. Il a mis en légende, voilà ce qui arrive quand la famille oublie la famille. Ce soir-là, je me suis assise dans la lueur de mon ordinateur portable et j'ai regardé des inconnus me juger à partir d'un mensonge de 30 secondes. J'ai senti la colère monter en moi, mais elle n'était plus désordonnée. Elle était concentrée. Ils avaient choisi la scène publique. Très bien. Je n'allais pas crier depuis le public. J'allais apporter les preuves au micro. Et 3 jours plus tard, lors d'une collecte de fonds organisée par ma mère à l'église pour une petite fête prénatale, c'est exactement ce que j'ai fait. Le thème de cette fête prénatale était « Il faut tout un village ». Je le savais parce que l'invitation avait été publiée sur Facebook, Instagram et dans le bulletin de l'église avant même que quiconque ne prenne la peine de me le dire. Il y avait des ballons pastels, une table de dessert, une photo d'échographie encadrée et une boîte à dons blanche décorée de minuscules empreintes de pas dorées. Le panneau sur la boîte disait « Aidez Marissa à se reposer avant le bébé numéro 4 ». Je me suis tenu au fond de la salle paroissiale pendant presque 5 bonnes minutes avant que quiconque ne me remarque. Ma mère était près du gâteau, acceptant les câlins comme si c'était elle qui portait l'enfant. Mon père se tenait à côté de la table des dons avec son sourire d'église, serrant des mains, laissant les gens supposer que sa famille avait été blessée par ma cruauté. Marissa était assise sur une chaise décorée, vêtue d'une douce robe rose, une main sur le ventre, l'image parfaite de la maternité fragile. Trevor se déplaçait dans la pièce comme un directeur de campagne, remerciant les gens pour leur soutien et s'assurant que les enveloppes de dons étaient bien visibles. Le pasteur Grant s'est avancé et s'est éclairci la gorge. Il a parlé du sacrifice communautaire et du fait que parfois, les personnes qui nous sont les plus proches sont celles qui nous déçoivent le plus. J'ai vu des têtes se tourner légèrement dans ma direction. Les gens n'ont pas prononcé mon nom, mais leurs yeux l'ont fait. Puis le pasteur Grant a dit, « Aujourd'hui, nous sommes ici pour soutenir une famille qui s'agrandit dans une saison difficile.
C'est à ce moment-là que je me suis avancé. Le bruit de mes talons résonnait plus fort qu'il ne l'aurait dû sur le sol de la salle paroissiale. Ma mère m'a vu la première. Son visage est passé de la tristesse à la terreur si rapidement que j'ai failli sourire. « Camille » a-t-elle murmuré. « Ne fais pas ça. » J'ai répondu, « Je ne suis pas ici pour gâcher quoi que ce soit. Je suis ici pour rétablir la vérité. » Trevor s'est interposé devant moi. « Tu dois partir. » J'ai regardé par-dessus son épaule en direction du pasteur Grant. « Pasteur, avant que quiconque ne fasse un don basé sur l'histoire qu'on lui a racontée, j'aimerais avoir 2 minutes. » La salle est devenue silencieuse. La mâchoire du pasteur Grant s'est crispée. Il avait déjà reçu l'email de Maya ce matin-là. Il savait qu'il y avait des problèmes légaux. Il savait qu'une collecte de fonds basée sur de fausses déclarations pouvait devenir un problème pour l'Église. Lentement, il m'a tendu le micro. Ma voix n'a pas tremblé. Je m'appelle Camille Carter. J'aime mes nièces et mon neveu. J'ai acheté des fournitures scolaires, payé des frais de camp d'été, couvert des courses, aidé pour des réparations de voitures, et j'ai été présente pour les anniversaires, les fièvres, les spectacles et les urgences. Ce que je n'ai pas fait, c'est d'accepter de devenir le plan de garde non rémunéré pour le bébé numéro 4. Marissa a immédiatement commencé à pleurer. Trevor a dit, elle ment. J'ai levé mon téléphone. Alors, utilisons des documents. Sur l'écran du projecteur, j'ai montré le premier SMS, celui de ma mère me disant que je m'occuperais des enfants. Ma réponse disant que ce n'était pas ma responsabilité. Ensuite, j'ai montré le rapport de police du centre communautaire de Lakeview avec les détails sensibles masqués. Il indiquait clairement que 3 enfants avaient été laissés avec un mot mentionnant mon nom sans mon consentement. Un murmure s'est propagé dans la salle. J'ai montré le formulaire de l'école avec mon nom inscrit comme personne principale autorisée pour la sortie. J'ai montré le formulaire de la garderie avec la fausse signature. J'ai montré le rapport d'incident de l'hôpital déclarant que Trevor avait tenté d'abandonner 3 mineurs sur mon lieu de travail et avait filmé le personnel après qu'on lui a demandé d'arrêter. Je n'ai pas montré les informations médicales des enfants. Je n'ai pas insulté les enfants. Je n'ai pas insulté ma sœur. J'ai simplement laissé les papiers faire ce que mes mots n'avaient jamais pu accomplir. Je suis resté immobile pendant qu'ils s'en mêlaient dans leurs propres mensonges. Une femme de l'église s'est levée lentement. « Marissa, tu nous as dit que Camille les avait abandonnés. » Marissa a essuyé son visage et a dit, elle l'a fait émotionnellement. Trevor a rétorqué, ce sont des affaires de famille privée. Un homme au fond a dit, alors pourquoi collectez-vous de l'argent public pour ça? L'ambiance de la salle a changé. La compassion a commencé à se transformer en suspicion. Puis j'ai montré la dernière diapositive. Elle n'était pas assez détaillée pour embarrasser les enfants, mais elle listait des catégories et des totaux des 5 dernières années. Courses, uniformes scolaires, fêtes d'anniversaire, factures d'urgence, frais d'essence, réparation de voitures, camps de vacances, trous dans la garde des enfants. Le total était assez élevé pour faire halter l'assemblée. Ma mère a agrippé le bord d'une table. Mon père a fixé le sol. Le masque de la pauvre famille sans soutien s'est fissuré en plein milieu. Le pasteur Grant s'est dirigé vers la boîte à dons et a posé une main dessus. Jusqu'à ce que cela soit clarifié, l'Église n'acceptera pas de fonds aujourd'hui. Quiconque a déjà fait un don peut voir le trésorier pour être remboursé. Le visage de Trevor est devenu rouge. Vous allez vraiment la croire? Le pasteur Grant l'a regardé et a dit, je crois les documents. C'est la phrase qui a mis fin au spectacle. Marissa s'est levée trop vite, sa chaise raclant derrière elle. J'espère que tu es contente, a-t-elle sangloté. Tu as humilié une femme enceinte. Je l'ai regardée et j'ai senti quelque chose se briser. Pas dans la douleur, mais dans le soulagement. Non, Marissa. J'ai arrêté de te laisser utiliser la grossesse comme bouclier pour ta malhonnêteté. Ma mère a plaqué sa main sur sa bouche. Mon père m'a enfin regardé et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu qu'il n'était pas déçu de moi. Il avait peur de moi. Pas parce que j'étais dangereuse, mais parce que je n'étais plus contrôlable. J'ai rendu le micro au pasteur Grant et je suis sorti avant qu'il ne puisse transformer la pièce en un autre procès. Mais les conséquences ne sont pas restées confinées à l'église. Dès le lundi matin, le patron de Trevor chez le concessionnaire automobile avait vu la vidéo de l'hôpital. Le mardi,
les abonnés de Marissa en ligne avaient vu assez de captures d'écran pour commencer à poser des questions. Et le mercredi, la garderie m'a appelé concernant un solde impayé à mon nom. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de rétablir la vérité pour commencer à fermer des comptes. La directrice de la garderie avait l'air gênée lorsqu'elle a appelé. Elle m'a dit qu'elle était désolée de me déranger, mais que le compte relié à Miles et Chloé avait un solde en souffrance, et comme j'étais désigné comme contact responsable des paiements, ils avaient besoin de savoir quand je comptais le régler. Pendant un instant, je n'ai rien dit. Non pas parce que j'étais encore surprise, mais parce qu'un calme étrange survient quand les gens vous donnent raison trop de fois. Je lui ai demandé de m'envoyer le contrat par email. 10 minutes plus tard, je l'ai ouvert et j'ai revu mon nom. Camille Carter, garante de paiement, personne autorisée pour la garde, avec une signature en bas. Un autre faux. Cette fois, Maya n'a pas envoyé de lettre d'avertissement. Elle a déposé plainte. À midi, la garderie m'avait retiré du compte et avait exigé que Marissa et Trevor se présentent en personne avec une pièce d'identité et un paiement. À 14 heures, l'école primaire avait confirmé par écrit que mon nom avait été retiré de toutes les listes de ramassage et d'urgence. À 16 heures, la clinique pédiatrique a fait de même. Maya a également envoyé un avis officiel à l'employeur de Trevor parce que le rapport d'incident de l'hôpital montrait qu'il avait utilisé son adresse e-mail professionnelle pour imprimer les formulaires d'autorisation de garde. Je n'ai pas demandé à ce qu'il soit renvoyé. Je n'en ai pas eu besoin. Les adultes ne sont pas détruits par les conséquences. Ils sont révélés par elle. Trevor a d'abord été suspendu. Ensuite, le concessionnaire a découvert qu'il avait utilisé l'équipement du bureau et le temps consacré aux clients pour des disputes personnelles. Puis, un client s'est plaint après l'avoir reconnu sur la vidéo de l'hôpital, disant qu'il n'achèterait jamais une voiture à un homme qui avait essayé d'abandonner des enfants dans le hall d'un hôpital. En l'espace d'une semaine, Trevor s'est retrouvé au chômage. Il m'a blâmé, bien sûr. Les gens comme Trevor blâment toujours le miroir de leur montrer la tâche. La page de maman de Marissa s'est effondrée ensuite. Ses abonnés avaient adoré la lumière douce, les légendes inspirantes, l'image soigneusement éditée d'une mère en difficulté faisant de son mieux. Ils n'ont pas aimé les rapports de police, les fausses signatures et les questions sur la collecte de fonds de l'église. Une petite marque pour bébé l'a retirée de sa liste d'affiliés. Puis une autre. Elle a désactivé ses commentaires après que quelqu'un ait écrit « Un village, ce n'est pas la même chose qu'une seule femme non rémunérée ». Ce commentaire m'a fait rire plus que je n'aurais dû. Mes parents ont souffert différemment. Ma mère a perdu son rôle de coordinatrice des événements de l'église après que le pasteur Grant a annoncé de nouvelles règles concernant les collectes de fonds personnels. Mon père a démissionné du conseil du syndicat de copropriété parce que les voisins ont commencé à demander pourquoi un ancien leader de la communauté avait fait pression sur sa fille tout en ignorant des documents falsifiés. L'homme qui m'avait autrefois fait taire d'un seul regard évitait maintenant tout contact visuel dans les supermarchés. Mais la conséquence la plus satisfaisante était aussi la plus simple. Ils ont dû garder les enfants eux-mêmes. Plus de Camille, plus de ramassage automatique, plus de tentes en cas d'urgence, plus d'argent silencieux apparaissant quand leur organisation échouait. Ma mère a tenu 8 jours avant d'appeler d'un numéro masqué. Essoufflée et en colère. Chloé a vomi sur le tapis. Miles a raté la maternelle. Harper a un projet à rendre pour demain et ta sœur ne peut pas s'en sortir seule. J'ai répondu, alors son mari peut l'aider. Ma mère est restée silencieuse. Nous savions toutes les deux que Trevor était à la maison, sans emploi, mais d'une manière ou d'une autre toujours indisponible. Camille, a-t-elle dit, plus doucement cette fois. Nous ne savions pas que c'était si dur. J'ai fermé les yeux. Cette phrase aurait dû me donner le sentiment d'être comprise. Au lieu de cela, elle m'a fatigué. Vous saviez que c'était dur, ai-je dit. C'est pour ça que vous n'arrêtiez pas d'essayer de me refiler la tâche. Un mois plus tard, une médiation a été programmée. Maya était assise d'un côté de la table avec moi. Marissa, Trevor, Hélène et Victor étaient assis de l'autre côté avec un avocat qui avait l'air de leur avoir déjà dit de se taire. Ils n'ont pas écouté. Trevor a essayé de dire que les fausses signatures étaient des malentendus. Maya a placé les formulaires côte à côte avec les registres d'impression de ses emails. Marissa a essayé de dire, elle avait toujours aidé, alors j'ai supposé qu'elle continuerait à aider. Maya a répondu, la générosité passée ne crée pas un consentement légal futur. Ma mère a pleuré. Mon père a fixé ses mains. À la fin, ils ont tout signé.
Aucun contact direct pendant 12 mois, sauf par email. Interdiction de publier à mon sujet. Interdiction d'utiliser mon nom sur tout document lié aux enfants. Interdiction d'amener les enfants à mon domicile ou sur mon lieu de travail. Trevor a accepté de rembourser mes frais de justice et de payer des dommages et intérêts pour ingérence dans mon emploi. Marissa et Trevor ont dû assister à un cours de responsabilité parentale à cause des incidents du centre communautaire et de l'hôpital. Au moment de signer, Marissa m'a regardé avec des yeux rouges et a chuchoté « Tu as changé ». J'ai répondu « Non, je suis juste devenue trop gênante à utiliser ». Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Ce soir-là, j'ai reçu un email du réseau de mon hôpital. Un poste de cadre supérieur aux opérations d'urgence s'était libéré à Raleigh. Un meilleur salaire, de meilleurs horaires, une nouvelle ville. 6 mois plus tôt, j'aurais hésité parce que ma famille avait besoin de moi. Cette nuit-là, j'ai accepté l'entretien avant même que ma culpabilité ait eu le temps de se réveiller. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'offre. La nuit précédant mon déménagement, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu, contre mon meilleur jugement. La voix de ma mère a résonné, à la fois faible et tranchante. Vas-tu vraiment abandonner ta famille pour quelques problèmes de babysitting? J'ai regardé autour de mon appartement à moitié vide, les cartons étiquetés et livres, cuisine, bureau, liberté. Non, ai-je dit. Je pars parce que j'ai enfin compris qu'il ne s'est jamais agi de simples problèmes de babysitting. Raleigh était calme, d'une manière qui semblait irréelle au début. Le premier matin dans mon nouvel appartement, je me suis réveillé avant mon réveil parce que mon corps était encore entraîné pour les crises. J'ai attrapé mon téléphone, m'attendant à des appels manqués, des urgences, de la culpabilité, des exigences, quelqu'un ayant besoin d'un trajet, d'un paiement, qu'on vienne le chercher, ou attendant des excuses que je ne devais pas. Il n'y avait rien. Juste un email de mon nouveau superviseur me souhaitant la bienvenue dans l'équipe des opérations régionales et une alerte météo annonçant de la pluie l'après-midi. J'ai préparé du café et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la ville s'animer sans avoir besoin de quoi que ce soit de ma part. C'était étrange. Puis, c'est devenu magnifique. 6 mois ont passé. Mon travail était exigeant, mais c'était une exigence honnête. Quand un hôpital avait besoin de coordination, c'était parce que des enfants étaient malades et que le système était important, pas parce que des adultes avaient refusé de planifier leur propre vie. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai commencé à faire des randonnées le samedi matin. J'ai fait mes courses sans calculer si ma sœur allait m'en demander la moitié. Je faisais des nuits complètes. J'ai appris que la paix peut sembler ennuyeuse quand on est habitué au chaos. Et puis un jour, cet ennui devient la chose la plus luxueuse au monde. Je tenais toujours à Harper, Miles, Chloé et au nouveau bébé, un petit garçon nommé Owen. Ça n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est la forme qu'a prise mon amour. J'envoyais des cadeaux d'anniversaire via un service de livraison. J'ai contribué à un fonds d'études que Maya a aidé à structurer pour que leurs parents ne puissent pas y toucher. J'ai payé directement quelques séances de thérapie lorsque le conseiller scolaire des enfants a recommandé un soutien. Mais je ne faisais pas de babysitting. Je n'allais pas les chercher. Je ne devenais pas le plan d'urgence. Les adultes qui avaient créé ces enfants étaient enfin obligés d'organiser la garde, de payer les factures, d'ajuster les emplois du temps et de vivre avec le coût de leur propre choix. Marissa a accouché à la fin de l'été. Il n'y a pas eu de grande fête, pas de collecte de fonds au ton pastel, pas de discours à l'église sur l'importance du village. L'annonce de la naissance a récolté des j'aime polis et très peu de commentaires. Trevor faisait des gardes temporaires dans un entrepôt après que le concessionnaire l'eut renvoyé définitivement. Le SUV qu'il adorait a d'abord disparu de leur allée, puis les meubles de jardin, puis les photos hebdomadaires au restaurant. Marissa s'est remise à vendre des couvertures pour bébés faites main en ligne, mais le ton a changé. Elle ne publiait plus de légendes sur la chance d'avoir un village. Elle publiait des codes de réduction. Mon père et ma mère ont vieilli rapidement cette année-là. Sans le rôle à l'église et le statut dans l'association de quartier, ils avaient moins d'endroits pour jouer à l'autorité. Ils aidaient toujours Marissa, mais maintenant ils comprenaient ce qu'ils avaient essayé de m'imposer. Les sorties d'école, les jours de maladie, les crises de colère, les factures, les rendez-vous chez le médecin, la lessive qui n'en finissait jamais. Ma mère a appelé une fois d'un numéro masqué et a dit « Camille, j'ai besoin de dire quelque chose. »
J'ai failli raccrocher, mais j'ai attendu. Elle respirait de manière irrégulière. Je ne savais pas à quel point tu emportais le poids. J'ai baissé les yeux vers mon bureau où mon calendrier affichait des réunions que j'avais choisies et des soirées qui m'appartenaient. Si, tu le savais, ai-je dit doucement. Tu pensais juste que je continuerais à le porter, a-t-elle pleuré. Des larmes sincères peut-être, ou peut-être juste une autre forme de pression. Elle m'a demandé si je pouvais rentrer à la maison pour un week-end parce que Marissa était débordée. J'ai dit non. Ensuite, j'ai proposé de payer directement une séance avec un conseiller en planification de garde d'enfants qui pourrait les aider à construire un véritable emploi du temps. Ma mère a répondu que ce n'était pas la même chose que l'entraide familiale. J'ai répondu, c'est exactement de l'entraide familiale. C'est juste que la famille ne sacrifie plus une seule personne désormais. Ce fut la dernière vraie conversation que nous avons eue. Une semaine plus tard, Marissa m'a envoyé un email contenant une seule phrase, « Tu as fait en sorte que tout le monde nous déteste ». Je lui ai répondu par une seule phrase, « Non, j'ai donné à tout le monde les informations dont ils avaient besoin pour arrêter de me blâmer ». Elle n'a pas répondu. J'étais assise sur mon balcon ce soir-là quand la pluie a commencé à tomber sur Raleigh, douce et argentée sous les lampadaires. Mon téléphone était face cachée sur la table. Pour une fois, je n'avais pas peur de ce qui m'attendait à l'écran. J'ai repensé à ce barbecue, à la façon dont ils avaient ri en me disant que ma vie était un entraînement pour celle de quelqu'un d'autre. J'ai repensé au centre communautaire, au hall de l'hôpital, au projecteur de l'église, à la table de médiation. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais confondu être utile avec être aimé. La leçon la plus difficile n'a pas été d'apprendre à dire non. Ça a été de survivre à la colère des personnes qui profitaient de mon oui. La famille devrait être un endroit où l'amour est partagé, pas un système où l'on épuise une personne pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Les enfants méritent des parents responsables, des plans honnêtes et des adultes sûrs, pas un chaos déguisé en tradition. Aider est significatif quand c'est choisi librement. Quand c'est exigé, manipulé ou forcé par la culpabilité, ça cesse d'être de l'amour et devient du contrôle. Mon histoire m'a appris que les limites ne sont pas de la cruauté. Les limites sont une éducation. Elles apprennent aux autres où commence le respect. Et elles nous apprennent que notre paix a de la valeur. Vous pouvez aimer les gens et refuser d'être utilisé par eux. Vous pouvez vous soucier des enfants et savoir qu'il ne vous incombe pas de les élever. Vous pouvez tourner le dos à un schéma familial et devenir une meilleure personne grâce à ça. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone, j'ai écouté la pluie et j'ai souri. Pour la première fois de ma vie, personne n'attendait de moi que je les sauve des conséquences de leur propre choix. Et pour la première fois, je n'ai pas confondu ce silence avec de la solitude. Je l'ai reconnu pour ce qu'il était, la liberté. Chaque histoire que nous créons est soigneusement écrite dans l'espoir d'offrir aux spectateurs un divertissement ou des leçons significatives. Cette vidéo est une histoire fictive réalisée à des fins éducatives et narratives uniquement. À travers des histoires comme celle-ci, nous espérons partager des messages sur la justice, le respect de soi, la guérison et la force qu'il faut pour aller de l'avant.